tous. On va commencer peut-être par se présenter avant de vous présenter le mouvement et ce dont on va parler ce soir. Moi, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans, je viens du sud de la France et je vis à Paris. Je fais partie d'Extinction Rebellion depuis maintenant quelques mois, depuis janvier. Et avant, j'étais plus dans la partie réformons le système pendant 5 ou 6 ans avant de me décourager un peu et de me dire que face à l'ampleur du sujet, il y avait une nécessité d'agir de manière beaucoup plus rapide et radicale. Et bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Anton. J'ai 26 ans. Je suis dans Extinction Rebellion depuis les débuts en France, donc fin novembre. Ça fait pas mal d'années, moi, que je dédie tout mon temps à ces questions-là, par divers moyens. J'ai commencé des actions de désobéissance civile en 2015 à l'occasion de la COP. C'était mes premiers essais à Paris. Je vis en itinérance à la rencontre de gens qui essaient de faire des choses un peu différentes dans ce monde et de trouver comment vivre en accord avec les écosystèmes. Et je me concentre principalement sur 3 grands points, dont le premier, dont ce que je fais ce soir participe au premier, c'est alerter sur les urgences en cours, stopper les destructions, parce que si on ne stoppe pas les destructions, on va tomber, et puis construire des futurs souhaitables et soutenables, de ce qu'on va pouvoir appeler de la résilience. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ces 3 points-là à explorer. En tout cas, c'est moi qui je dédie tout mon temps sur ces questions-là. Et Antoine? Bonsoir, ouais. Moi je m'appelle Antoine, je termine des études dans cette école. Je vais très peu parler ce soir, mais je vais faire tourner le support visuel. Et je suis membre de Extinction Rebellion depuis le mois de janvier. Et donc on est dans une école de design ici, donc je vais être designer. Voilà. Et donc, pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'Extinction Rebellion, on dira peut-être à des moments XR, qui est le diminutif. Donc, Extinction Rebellion est née en Angleterre. C'est issu d'une association qui s'appelle Rising Up, qui est née en 2016. Et ils ont mené leur première campagne autour des blocages d'aéroports. Et l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser la désobéissance civile comme un moyen de porter des causes sociales et environnementales fortes. Et donc, Extinction Rebellion est née comme l'une des campagnes de cette association qui a ensuite pris son envol dès l'automne 2018, où vous avez peut-être pour certains vu les premiers événements. Moi, c'est comme ça que j'ai rejoint le mouvement. Et à partir d'avril, il y a eu une première semaine de blocage entier de Londres, qui était une semaine internationale, où ils ont bloqué plusieurs lieux au sein de Londres pendant quasiment 10 jours. Par la suite, le mouvement qui est né en Angleterre s'est complètement exporté à l'étranger, puisqu'il est né en France à la fin de l'année 2018 et qu'aujourd'hui il est présent dans énormément de villes à travers le monde, villes et pays. Et donc on est ravis que vous soyez là ce soir. C'est le genre de titre de conférence où on ne s'attend pas toujours à avoir beaucoup de monde. On a conscience que ce dont on va parler ce soir sont des sujets difficiles à entendre, mais aussi c'est pas simple d'être le messager de ce type de nouvelles. Donc sachez que c'est pas non plus facile pour nous et qu'il y a souvent de fortes émotions pendant ces conférences, mais donc on est ravis que vous soyez venus nombreux. Et la manière dont ça va se dérouler, c'est qu'on va prendre une première partie qui va durer à peu près 30 à 40 minutes sur pourquoi est-ce que nous allons vers notre propre extinction, qui sera plus scientifique. Et une deuxième partie qui sera, et donc face à ces nouvelles-là, comment est-ce qu'on s'organise collectivement et comment est-ce qu'on y fait face collectivement. Et ce sera la deuxième partie qui fera à peu près aussi 30 à 40 minutes. Et donc, c'est parti. Un des principes qui va être important à avoir en tête pendant toute cette première partie et pendant l'ensemble de cette conférence, c'est le principe de précaution. C'est un principe qui a été énoncé en 92 lors du sommet de la Terre à Rio et qui dit la chose suivante: l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement lorsqu'on est face à un risque de dommages graves ou irréversibles. Et c'est sur ce principe que nous nous reposons pour expliquer les actions que nous menons.
Si on veut aller un petit peu plus dans le détail de donc, du coup, pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui face à des risques de dommages graves ou irréversibles, on va s'appuyer sur la science et voir ce que nous disent les scientifiques. Donc quand on parle des scientifiques, bon, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce qu'est le GIEC. Le GIEC qui est du coup le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ce groupe-là produit des rapports tous les quelques années, ça s'est un peu accéléré sur les dernières années. Il travaille depuis les années 90 et malheureusement ce qu'on a vu au fur et à mesure des rapports, c'est que les données qui sont récoltées et compilées deviennent de pire en pire et c'est un petit peu ce qu'on va voir au long de cette conférence. Et malheureusement, les modèles que construit le GIEC donc récolte des données et va construire des modèles ensuite qui vont tendre des trajectoires sur les décennies qui arrivent, donc sur l'évolution de plusieurs paramètres au niveau climatique. Malheureusement, ces données se retrouvent souvent en deçà de la réalité observée. C'est-à-dire que même les pires scénarios, et c'est ce qu'on va voir du GIEC, se retrouvent en deçà des données observées. Le GIEC travaille principalement du coup sur l'aspect climat, donc notamment les températures, donc l'évolution des températures sur la Terre, et en parlant d'un principe qu'on appelle l'effet de serre. Donc on va avoir en fait une émission de gaz à effet de serre, donc il y a plusieurs types de gaz à effet de serre. On se concentre normalement et on parle surtout en grand public du dioxyde de carbone, donc le CO2. Il y a beaucoup de gaz à effet de serre différents, il y a par exemple le méthane, et suivant les gaz à effet de serre, on va dire qu'ils vont avoir des pouvoirs réchauffants plus ou moins forts. Donc l'effet de serre, comment ça marche? En fait, on va avoir du rayonnement solaire qui va arriver dans l'atmosphère. Ce rayonnement, il va être en partie rejeté par les premières couches de l'atmosphère, donc il va être envoyé vers l'extérieur. Et puis on va avoir une partie donc, qui va pénétrer à l'intérieur de l'atmosphère, qui va chauffer notre atmosphère, qui va chauffer le sol. Et en fait, les gaz à effet de serre vont piéger ces rayonnements solaires à l'intérieur de l'atmosphère. Donc ils vont piéger la chaleur. En fait, plus il y a de gaz à effet de serre, plus la chaleur va être piégée. Et sinon, il y a une partie de la chaleur qui ressort de l'atmosphère. Donc on a une partie des rayonnements qui ressortent de l'atmosphère et qui du coup permettent de maintenir des températures un petit peu plus froides. Et donc plus on va augmenter la quantité de gaz à effet de serre qu'on va envoyer dans l'atmosphère, donc le méthane, le dioxyde de carbone, on a tous les fluorocarbures qui ont des pouvoirs réchauffants qui sont abominables, notamment utilisés dans les industries frigorifiques. Plus on va avoir du coup des températures qui vont monter fortement sur la Terre, et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Donc pour revenir sur les données qui sont observées, donc le GIEC produit des rapports donc, depuis les années 90. Donc ici vous avez des courbes, donc vous voyez à gauche on a les différents noms des modèles que produit le GIEC. Donc c'est les raccourcis, les RCP 8.5. Le 8.5 c'est le plus pessimiste des scénarios que le GIEC produit, jusqu'au 2.6. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le 8.5 c'est il n'y a aucune politique climatique qui est mise en œuvre dans nos sociétés. Donc il n'y a rien qui est fait, on continue business as usual, on continue à foncer droit dans le mur. Pour le moment c'est à peu près les trajectoires qu'on suit, voire pire. Le 2.6 c'est non seulement on fait des politiques climatiques, mais on a des super technologies déployées à très grande échelle pour sortir du carbone de l'atmosphère. Donc c'est hautement hypothétique comme projection. Mais donc la courbe noire, c'est les données observées. Donc ici vous avez les différents scénarios. Donc on voit les moyennes, plus donc il y a les écarts à la moyenne. En fait c'est des variations assez importantes. Et la courbe noire, c'est les données observées. Donc la courbe tout en bas, ici sur la fonte des glaces, c'est le scénario le plus pessimiste qui a été produit par le GIEC. En fait, les données observées, donc là, ce schéma va juste en 2012, mais ça continue ensuite, malheureusement. Les données observées sont pires que le scénario le plus pessimiste qui a été produit par le GIEC à l'époque, sur ces données-là, en tout cas de la fonte des glaces. Et donc, depuis quelques temps, on a des scientifiques qui commencent à s'élever contre la minimisation finalement que produisent ces grandes instances qui compilent des études scientifiques, notamment parce qu'en compilant beaucoup d'études scientifiques, elles vont éluder toutes les études qui sont jugées trop pessimistes ou peu consensuelles. En fait, c'est des organismes qui vont construire des consensus scientifiques
Et donc tout ce qui sort un petit peu de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des méthodes scientifiques et que ce n'était pas des études scientifiques, mais tout ce qui sort des consensus, où il y a encore peu d'études, etc., sont très peu pris en compte finalement dans ces modèles du GIEC. Notamment, le GIEC produit des trajectoires qui sont ce qu'on va appeler assez linéaires, donc ils prennent peu en compte quelque chose qu'on va explorer juste ensuite, qui sont des boucles de rétroaction et des effets qui vont accélérer en fait les trajectoires qu'on va avoir. Tout ça, ça a mené un professeur qui a travaillé à l'Institut Potsdam pendant 20 ans sur le changement climatique à dire cette phrase: le changement climatique aujourd'hui atteint son dénouement, la question est maintenant celle de la survie de notre civilisation. Et c'est un petit peu ça qui transparaît de plus en plus à travers les scientifiques qui commencent à se lâcher un peu parce qu'ils ont peur finalement comme nous de ce qui arrive. Ils ont peur, ils font des rapports depuis des décennies et pour le moment personne les écoute à la mesure à laquelle c'est nécessaire. Donc ce professeur-là, pour vous donner une idée un petit peu du poids qu'il a, il était quand même conseiller d'Angela Merkel et de l'Union européenne, premier conseiller scientifique de l'Union européenne. Voilà, c'est quand même des gens qui commencent à avoir un certain poids dans nos sociétés et voilà, quand on lit des choses comme ça, ça commence à nous alerter sérieusement. Et donc si on va un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire dérèglement climatique, aujourd'hui on est non pas à 1,5 mais à 1,1 degré supérieur à ce qu'on avait avant l'ère industrielle. Donc on a déjà une augmentation qui est là, évidente, qui est effective. Si on regarde ce graphique, ici vous avez les températures, ici vous avez le temps. On peut voir qu'il y a toujours eu des fluctuations du temps. Si on regarde en 1878, vous voyez, il y a, hop, ça monte, il y a une montée. On va faire plus 0,8 degrés. Donc des périodes de réchauffement et des semaines de réchauffement, il y en a toujours eu. Sauf que comme vous pouvez le voir, on a une augmentation moyenne de la température. Ça fait que le même pic qui en 1878 voulait seulement dire plus 0,6 degrés, il va être plus 1,5 en 2015. Donc en fait, on a un réchauffement global. Et souvent, quand on dit plus 1 degré, plus 1,5, plus 2 degrés, bon, qu'est-ce que ça veut dire au final? C'est juste qu'il fait un petit peu plus chaud. En fait, pensez à votre corps. Si vous regardez votre corps, si vous avez 37, vous êtes en bonne santé. 39, vous êtes malade. 40, 41, on frôle la mort. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Si on ramène ça à ce que ça veut réellement dire en termes de plus 4 degrés, c'est pas juste qu'au lieu de faire 16, il fera 20 degrés en fait. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement global qui va créer des lieux sur Terre où ce sera invivable. Et d'ailleurs, on le voit déjà, ça ne se répartit pas du tout de manière uniforme. On a déjà plus 2 degrés au niveau de l'Arctique. Donc ça, en plus, c'est des choses extrêmement dangereuses, puisque c'est des écosystèmes qui maintiennent, on va le voir plus tard, mais qui maintiennent les températures sur notre planète. Donc là, en fait, ce qu'on veut commencer à vous montrer, c'est qu'en plus d'avoir un problème de réchauffement climatique, on a un problème de justice sociale, puisqu'on a des pays qui vont avoir, et des régions sur Terre qui vont avoir un dérèglement beaucoup plus fort que d'autres régions. On n'est pas du tout sur un système égal et c'est pas quand on dit plus 1 degré, bien attention à la manière dont on le dit parce que ça ne veut pas dire qu'il y a plus 1 degré partout sur Terre, c'est la base du dérèglement climatique. Donc on va enchaîner sur ce que je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on va appeler les boucles de rétroaction. On dit boucle de rétroaction positive. Alors on dit positive mais ça ne veut pas dire que c'est sympa, malheureusement. C'est des boucles de rétroaction donc, qui vont s'auto-alimenter. Donc il y a un exemple par exemple avec le permafrost. Le permafrost ou pergélisol aussi on dit en français. C'est des sols gelés qui étaient gelés en permanence. C'est ce qu'on retrouve dans Perma. Et qui commencent à dégeler finalement sous l'effet du réchauffement. Parce que comme on l'a vu sur la carte d'avant, en fait on a tout l'hémisphère nord, donc le nord de la Russie avec la Sibérie et le nord du Canada, où le réchauffement en fait près des pôles est beaucoup plus important.
Donc ces sols-là vont commencer à dégeler. Le problème, c'est que ces sols emprisonnent du méthane en grande quantité. Comme je l'ai dit au tout début, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est environ 24 fois plus puissant en pouvoir réchauffant que le CO2, que le dioxyde de carbone. Donc ces sols qui sont gelés, en dégelant, ils vont renvoyer du méthane dans l'atmosphère. Comme on l'a vu avec l'effet de serre, ça va piéger plus de chaleur dans l'atmosphère, ce qui fait qu'il va faire encore plus chaud dans ces zones-là. Et petit à petit, ça va s'étendre sur le globe, ce qui fait que le sol va encore plus se dégeler. En se dégelant, il renvoie plus de méthane dans l'atmosphère, et ainsi de suite. Et on a ce principe d'une boucle de rétroaction qui s'enclenche. Donc c'est vraiment ces choses-là, finalement, qui sont très difficiles à modéliser, parce que leurs évolutions, elles ne sont pas linéaires. On va aller peut-être vers des évolutions qui sont exponentielles, malheureusement, sur ces choses-là. Donc vu qu'elles s'auto-entretiennent, et ça c'est très peu pris en compte, c'est très compliqué à prendre en compte dans les modèles, dans les scénarios, comme ceux que produisent le GIEC. Donc juste sur le pergélisol ou le permafrost, il y a des scientifiques qui disent qu'on a là, juste avec ce facteur-là, une bombe climatique possible, donc qui à elle seule peut provoquer un bouleversement et un dérèglement à l'échelle de la planète. Je prends un autre exemple des boucles de rétroaction, c'est sur la fonte des glaces. Donc tout à l'heure vous aviez un schéma de la fonte des glaces avec les prévisions, les scénarios et les données réellement observées. Il y a une boucle de rétroaction qui va jouer sur ce qu'on appelle l'effet albédo. Alors l'effet albédo, c'est la capacité d'une surface à capter de la lumière en fonction de sa couleur. Donc on le sait à peu près tous, quand il y a quelque chose de noir au soleil en plein été, si on met la main dessus, ça nous brûle. Si c'est blanc, en fait, ça renvoie beaucoup de lumière, et donc la glace joue le même effet. La glace qui est blanche, elle renvoie beaucoup de lumière, donc elle permet de renvoyer du rayonnement et donc de la chaleur en dehors de l'atmosphère. Malheureusement, quand la glace fond, elle va découvrir, donc de la glace qui est sur la mer, elle va découvrir des zones beaucoup plus sombres avec l'océan. Ces zones sombres vont absorber du coup beaucoup plus de rayonnement. Donc on va avoir plus de rayonnement absorbé, la température de l'eau qui monte, qui fait fondre plus de glace, qui permet qu'il y ait plus de surface avec une couleur sombre, qui permet qu'il y ait plus de glace qui fondent, et ainsi de suite. Et là, à nouveau, on a une boucle de rétroaction qui s'enclenche sur la fonte des glaces. Et donc on voit depuis quelques années, en fait, les glaces sur l'hémisphère nord qui diminuent à une vitesse vraiment aberrante et qui mène en tout cas à des réchauffements beaucoup plus importants encore dans ces zones-là. Donc ça, c'est deux des exemples des boucles de rétroaction. Malheureusement, il y en a pas mal d'autres. Et en fait, quand on se met à compiler ces boucles de rétroaction, on va arriver sur ce qu'on appelle des effets en cascade. Il y a une étude, moi ça fait plusieurs années que je me plonge dans ces données-là. J'ai donné une première conférence en 2013 sur les enjeux énergie-climat. Quand j'ai vu cette étude qui est sortie dans la revue du PNAS, qui est une revue scientifique anglaise, donc c'est sorti début août de l'année dernière, en 2018. Le titre de cette étude, c'est « Trajectoire du système Terre dans l'Anthropocène ». Alors l'Anthropocène, très rapidement, c'est une ère géologique. Donc on était dans l'Holocène juste avant, donc comme le Jurassique, où il y avait les dinosaures par exemple. On est rentré dans l'Anthropocène, donc c'est-à-dire que la principale force de modification géologique, c'est devenu l'humain, l'anthropo de l'humain. Donc les trajectoires du système Terre, c'est des études qui travaillent sur la dynamique des systèmes, donc ils vont essayer de créer des modèles où on va rentrer en compte plein de paramètres comme ça qui sont plus ou moins stables, voire instables, pour créer des schémas d'évolution, des modèles, des scénarios d'évolution de trajectoire d'un système. Donc cette étude se concentre uniquement sur les températures. Ce qu'elle montre en accumulant petit à petit ces boucles de rétroaction, c'est que passé 1 degré, passé 2 degrés, en fait on a certaines boucles qui s'enclenchent et qui s'auto-alimentent et qui finalement font qu'on a un réchauffement global sur la Terre qui continue d'avancer et qui va déclencher des boucles de rétroaction qui s'enclenchent finalement à 3 degrés, puis à 4 degrés, etc. Et donc on a une trajectoire d'évolution du système finalement qui devient hors contrôle, passer un certain réchauffement, et qui va s'accélérer, qui va s'auto-entretenir et qui va s'accélérer. Il y a une métaphore qui est reprise par Pablo Servigne, qui est intéressante, qui explique cette étude. C'est comme si finalement on était dans une barque, tous ensemble, voilà, toute l'humanité, on est dans une barque, bon, avec tout le vivant avec nous malheureusement. On est sur une rivière et puis devant, il y en a qui voient que finalement il y a un précipice et qu'il y a une chute d'eau. Et ça, c'est la trajectoire qu'on est en train de prendre. Pour le moment, on fonce dedans. Il y en a même qui rament pour aller plus vite vers le précipice. Si on continue, on va être emporté parce qu'il y a du courant.
Et donc ils se sont rendus compte en travaillant sur ces modèles qu'il y avait peut-être un tout petit échappatoire de stabilité sur le côté qu'on pourrait représenter par un gros caillou sur lequel on pourrait éventuellement essayer de faire accoster notre bateau, mais il faudrait tous se mettre d'accord à ramer maintenant dans le même sens, donc très très rapidement et à l'échelle bien évidemment de la planète, parce qu'on est tous embarqués sur le même navire. Donc voilà, ce type d'études-là nous mène potentiellement, donc bien évidemment il y a de l'incertitude sur ces études-là, ça ne veut pas dire que si on reprend le principe de précaution, il ne faut pas le prendre en compte, mais mène potentiellement à des réchauffements qui sont au-delà de 5 degrés d'ici la fin du siècle. Globalement, ça représente des annihilations du vivant, comme on a connu dans des grandes extinctions de masse, et on reviendra sur ces données sur les extinctions de masse précédentes qu'a déjà connu la Terre. Mais voilà. Personnellement, moi je trouve ça assez angoissant malheureusement. Donc, petit temps de digestion des mauvaises nouvelles sur la manière dont l'humain intervient sur le dérèglement climatique. Déjà là, on est un peu en train de jouer aux apprentis sorciers. Malheureusement, ce n'est pas le seul sujet sur lequel on intervient de manière massive et qui peut provoquer notre propre extinction. Donc, une autre manière dont on intervient de manière complètement disproportionnée par rapport aux capacités de la Terre, ça va être dans l'utilisation de ses ressources. J'imagine que vous êtes plusieurs à avoir entendu parler de notre empreinte écologique. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est la balance entre l'empreinte écologique, qui est en fait la manière dont on utilise les ressources d'un territoire, dans ce cas-là de notre planète. Ce qu'on pourrait dire, c'est un petit peu comme si on avait c'est notre consommation. Et puis la biocapacité, qui va être la capacité du territoire sur lequel on est à se régénérer. Ça va être notre budget. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'équilibre. Normalement, dans notre vie, on essaie de se dire, bon, bah, si j'ai tel budget, c'est ça que je dépense. Aujourd'hui, on est dans un déséquilibre total. On est, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être le chiffre, est-ce que vous savez à peu près combien de planètes on utilise par an? Alors, à un niveau moyen global 2, 4. On est à 1,7, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, on est à 1,7. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a une dette envers les générations futures, puisqu'on est en train d'utiliser des ressources qu'elles n'auront pas. Et comme on peut le voir, et comme vous l'avez mentionné, cette consommation, elle n'est pas égale selon les pays. On peut le voir ici, on a du coup les jours de dépassement, donc le moment où en fait on a dépensé plus que ce qu'on avait. En France, il est à peu près au 5 mai. Et si on prend l'exemple de l'Inde, l'Inde aujourd'hui n'utilise que 0,7 planètes, donc est dans un respect de ses ressources. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des villes de millions de personnes comme Chennai qui n'ont plus accès à l'eau. Donc on est à la fois dans une injustice envers les générations, on dit futures, mais pour moi c'est les générations présentes, c'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui, mais aussi dans une injustice sociale par rapport aux autres pays qui se retrouvent à porter le fait que certains sont en surconsommation des ressources naturelles. Et donc tout ça, forcément, ça a créé un poids énorme sur notre système Terre, puisqu'il n'a plus la capacité de se régénérer au fur et à mesure de ce que l'on dépense. Et donc ça a un impact aussi sur la biodiversité, qui du coup n'a plus les habitats et les espaces nécessaires pour se régénérer. Je ne comprends pas ce chiffre. Par exemple, comment on peut dépenser 2,8 la Terre? C'est comme si, enfin, j'ai 1 litre d'eau, comment je peux en boire 2,8 si j'en ai qu'un? Je ne comprends pas. Alors, c'est des flux, c'est l'idée entre le flux et le stock. C'est-à-dire que le flux peut continuer à arriver, mais ça ne veut pas dire que le stock n'est pas en train de se vider. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend aujourd'hui au niveau de l'Inde, on peut très bien se dire, ben, l'Inde n'a plus d'eau, mais l'Inde peut importer de l'eau. Mais ça, du coup, on est en train de vider le stock. Et en fait, la problématique, c'est de se dire, si par exemple, vous pédalez un vélo et qu'il y a une voiture derrière vous, ça ne veut pas dire que votre vélo n'avance pas. Mais si la voiture avance plus vite, au bout d'un moment, vous serez dépassé. Et en fait, là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'on dépense
Et on peut continuer à dépenser, mais en fait, le mur se rapproche de plus en plus. Et le problème, c'est qu'on prend en plus des habitudes de consommation qui sont complètement disproportionnées. Au lieu d'être sur une descente douce, on va être du coup confronté de manière très brutale à l'absence de ressources. Et c'est ce que vivent aujourd'hui l'Afrique du Sud l'hiver dernier, donc qui était l'été pour eux, pas d'eau. Pas d'eau, mais c'est-à-dire vous ouvrez le robinet, il n'y a pas d'eau. Et donc voilà, ça répond à votre question. Et donc tout ça, ça pèse forcément sur la biodiversité et le vivant. Ça pèse de deux façons. La première façon, c'est en termes de biodiversité, c'est-à-dire la diversité des espèces qui existent. Aujourd'hui, quand on parle à nos enfants, on leur dit dans la savane et sur le monde, il y a des éléphants, il y a des girafes, il y a des lions. Et c'est comme ça qu'on décrit le monde du vivant. La réalité, si on voulait leur décrire une vraie réalité, on dirait il y a une vache, une vache, une vache, un humain, une vache, un cochon, une vache, un humain, un éléphant. La réalité, c'est que le monde du vivant est principalement organisé pour répondre aux besoins de l'être humain. Et donc aujourd'hui, si on regarde la biodiversité, on a seulement 4% du vivant qui est sauvage et qui du coup n'est pas domestiqué pour les besoins humains. De la même manière, donc ça c'est d'un point de vue biodiversité, et ce qui est assez terrible, c'est qu'en tant que civilisation, en plus, on est un peu amnésique. C'est-à-dire que les espèces qui ont disparu, on les oublie et on les remplace par d'autres. Par exemple, le grand pingouin, le pingouin n'existe plus, mais on a pris une autre espèce et on l'a nommée pareil, et ça nous permet de continuer à se dire que ces espèces-là existent. Donc c'est un problème en termes de diversité et c'est un problème en termes de quantité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une extinction de masse, puisqu'on est en train d'avoir des disparitions d'animaux qui est 100 à 1000 fois, à 10 000 fois plus élevées que la normale. Ça a toujours été qu'il y a des espèces qui disparaissent, mais aujourd'hui on est sur un schéma qui n'est pas dans la normalité. Donc j'aimerais faire une expérience avec vous. On va prendre les deux t-shirts rouges et les t-shirts noirs. Toute cette partie-là, vous allez vous lever. Ok. Est-ce que vous pouvez vous lever? Et donc, imaginons que vous soyez tous des insectes volants. Vous pouvez regarder le reste de votre espèce ici, qui a été complètement éliminée sur les 40 dernières années. On a à peu près les 3 quarts des espèces volantes. Alors, c'est l'exemple de l'Allemagne parce que c'est là qu'il y a eu une étude, mais c'est assez représentatif de l'Europe. Toute personne qui conduit se rend bien compte qu'il y a de moins en moins d'insectes sur le pare-brise. C'est dommage. Vous pouvez vous rasseoir. Et c'est la même chose dans les océans. On a 55% de la population des poissons qui ont disparu en 40 ans. Donc les espèces disparaissent et dans chaque espèce, on a une réduction drastique de la quantité de ces espèces-là. Et comme on est lié au vivant, forcément, ça vient nous questionner nous, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% à un niveau mondial et 80% en France de la nourriture que nous consommons, on peut le faire grâce au rôle des pollinisateurs, donc des abeilles et de certains autres insectes. Et donc si on a 75% qui disparaît, c'est pas très compliqué de comprendre en quoi ça peut nous affecter. Là où ça nous emmène vers les premières famines en Europe depuis longtemps. En combien de temps? Alors ça dépend des modèles. Nous on va pas, il y a des études qui disent dans 10 ans, il y en a qui disent dans 30 ans. Donc sur ça, je vais pas faire de... Et en fait, souvent, quand on parle de famine en Europe, et moi j'ai vu ça dans un interview du fondateur de Extinction Rebellion au UK, où il parle de famine et on lui dit « Oui, mais d'accord, mais pourquoi vous faites cette action ?» Et il dit « Mais est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ?» J'ai dit que dans 10 ans, il y aurait des famines en Europe. Et on a une incapacité à comprendre ça, parce que ça nous paraît tellement loin de nous et incompréhensible, et qu'aujourd'hui, quand on va au Franprix, on voit les rayons pleins. Et donc j'aimerais vous lire un passage de... qu'est-ce que ça veut dire vraiment une famine en Europe comme on en a vécu pendant les guerres. Donc c'est un extrait du livre Terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline, qui dit
La survie était une lutte morale autant que physique. Les bonnes gens mouraient en premier. Ceux qui refusaient de voler ou de se prostituer mouraient. Ceux qui donnaient de la nourriture aux autres mouraient. Ceux qui refusaient de manger les cadavres mouraient. Ceux qui refusaient d'assassiner leurs semblables mouraient. Et tout ceci a été confirmé par certains modèles de oui, en effet, on ne va pas avoir une descente douce, on risque d'avoir un mur en face de nous assez brutal. Et notamment, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, le rapport Meadows, qui était un rapport qui a été titré « Les limites de la croissance », sorti dans les années 1972, qui est un rapport qui a été commandé par le Club de Rome, qui est un groupe d'industriels, de gens assez influents sur la Terre, qui ont commandé ça à des chercheurs du MIT, donc ils travaillent, comme l'étude que je vous ai présentée du CNAS, trajectoire du système terrestre dans l'Anthropocène, sur ce qu'on appelle la dynamique des systèmes. Donc ils rentrent énormément de données sur les interactions et les boucles de rétroaction d'un système, pour ensuite lancer des modèles informatiques qui, du coup, produisent des trajectoires. Donc quand ils ont créé donc ce modèle-là, qui ne prenait pas en compte le changement climatique, ils ne s'attendaient pas du tout en fait, à trouver ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire des trajectoires. Donc ils ont rentré les données réelles, une fois qu'ils avaient construit leur modèle, ils ont rentré les données réelles, ils ont appuyé sur Entrée, et ils ont regardé ce qui se passait au niveau des courbes. Donc ce qu'ils ont trouvé finalement, c'est que les courbes s'effondrent autour de 2030, mais la population comprise. Donc on a la production de biens et de services, la pollution, etc. Donc ça c'est des courbes très très simplifiées. Vous avez des modèles qui sont très bien expliqués. Donc les rapports ont été publiés. Limite à la croissance, et il y a eu une mise à jour de ce rapport-là 30 ans après, qui a été publiée. Et donc c'est ce qu'on voit en fait sur les données observées entre les années 70 et ici. En fait, les trajectoires qu'on suit recoupent quand même assez fortement, malheureusement, ce modèle-là. Ils ont essayé, quand ils ont produit ce modèle, de changer les paramètres, de se dire bah, qu'est-ce qui se passe si finalement on augmente la production agricole. On se dit bah, qu'on trouve des super trucs pour que les rendements ils soient quasi infinis. Donc ils modifient leur modèle, ils appuient sur Entrée et finalement les courbes s'effondrent aussi. Parce qu'on continue à pouvoir nourrir, mais du coup on continue à polluer, et finalement c'est une boucle de rétroaction sur la pollution qui vient nous impacter. Et donc ils ont modifié pas mal de paramètres comme ça, donc en travaillant sur la production industrielle, en travaillant sur la diminution de la pollution, en se disant bah, qu'on va trouver des technologies qui permettent de plus polluer, mais de produire les biens, et malheureusement à chaque fois les modèles finissent par s'effondrer, alors à plus ou moins longue échéance, mais la seule chose qu'ils avaient trouvé c'est de mettre tous les paramètres en positif en même temps, et malheureusement il y a à peu près 25-30 ans. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que la société suive des trajectoires complètement différentes, radicalement différentes, il y a déjà plusieurs décennies, pour que leur modèle ne s'effondre pas. Alors bien évidemment c'est des modèles qui ont plein d'imperfections, ça reste des modèles informatiques et c'est pas la réalité qui est bien plus complexe que ça, mais ça donne quand même des imaginaires de pensée, c'est quand même basé sur des données qui sont scientifiques à la base. Mais voilà, ces scénarios ne sont pas prédictifs du tout, mais nous permettent de dessiner des trajectoires d'évolution possibles de nos systèmes. Pour le moment, ce qui est triste, c'est qu'on se conforme complètement à ces modèles-là et à ces trajectoires-là. Donc comme le GIEC, on est dans des scénarios qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire qu'on continue les choses comme si tout allait bien et on continue à foncer malheureusement dans le mur. Je vais vous lire une petite citation pour terminer cette première partie d'une chercheuse américaine qui s'appelle Kate Marvell, qui travaille à l'Institut Goddard de la NASA, qui est climatologue, et qui dit ça. Être climatologue aujourd'hui, c'est un peu comme tourner dans un film d'horreur au ralenti, sachant qu'inévitablement nous laissons à nos enfants une planète fort peu à même de soutenir la vie. Comme climatologue, on me demande souvent de parler d'espoir. Le public veut entendre à la fin que tout finira par s'arranger. Le problème, c'est que je n'ai plus d'espoir. Mais le contraire de l'espoir n'est pas le désespoir, mais la douleur. Alors même que nous sommes déterminés à limiter les dégâts, nous pouvons pleurer, nous pouvons être affligés. Nous sommes tous embarqués à bord de cette même planète. La rapidité, l'ampleur et l'inéluctabilité du changement nous affectent tous. Nous avons besoin de courage et non pas d'espoir.
Le courage, c'est la détermination à faire le bien sans certitude de victoire. Et finalement, c'est un petit peu ça le message qu'on porte. Il y a beaucoup des choses qui sont déjà posées malheureusement dans les trajectoires, mais si jamais on peut se battre pour conserver et essayer d'améliorer nos chances, pour conserver peut-être ces 20% restants, ou des insectes qui permettent de soutenir la vie, qui permettent de soutenir les écosystèmes, de soutenir les plantes, etc. Et bien on va se battre pour faire émerger ça. Et c'est à partir du moment où on va se mettre en action qu'on va commencer à avoir de l'espoir. C'est à partir du moment où on va se lever et on va prendre notre courage à deux mains et on va commencer à agir finalement qu'on va pouvoir avoir de l'espoir. Aujourd'hui, tant que la société elle ne bouge pas, c'est quand même difficile, tant qu'on ne sort pas du business as usual, c'est quand même très difficile finalement d'avoir de l'espoir sur l'issue de ce siècle. Et on va voir un petit peu dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement face à ça, comment on peut s'organiser finalement pour lutter, pour préserver ces 20% restants d'insectes et le reste. Bon, du coup, on va repartir sur cette deuxième partie. Donc finalement, la question principale, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire collectivement face à ça. Et le collectivement est important. On parle souvent finalement, quand on se pose ces questions-là, qu'est-ce que moi je peux faire, etc. On ne dit pas que ce n'est pas nécessaire de faire des choses à titre individuel, simplement ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas suffisant de faire des choses à titre individuel, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on se saisisse de ces questions-là collectivement. Les réponses qu'il faut qu'on apporte, bien sûr, elles sont en partie individuelles, mais elles sont aussi et surtout, pour se fixer sur ce qui est nécessaire, elles sont aussi et surtout collectives. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de courage sur la fin de la première partie. Je pense que déjà, c'est faire preuve d'un certain courage que de faire face à ces données-là, de ne pas les fuir. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler depuis quelques mois, depuis quelques années, de notions qu'on va traiter sous le grand mot d'effondrement, qui regroupe pas mal de choses. Mais souvent, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que on va entendre des choses comme ça et puis on retourne très vite à notre quotidien, en fait. On se refait très vite absorber, le lundi arrive, on est reparti. Là, ce que nous, on essaie de faire, de transmettre en alertant sur ces données-là, finalement, c'est qu'on ne retourne pas à notre quotidien et qu'on essaie de se poser ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait collectivement face à ça? Et qu'on ne s'arrête pas tant qu'on n'ait pas trouvé des réponses, tant qu'on les met pas, et tant qu'on ne met pas ces réponses-là en pratique. Donc ça demande du courage de faire face à ces données, mais je pense que c'est le premier grand pas, d'arrêter de les fuir et d'arrêter de retourner tête baissée dans nos vies quotidiennes, mais de commencer à se regarder en face et à se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et alors, qu'est-ce qui est fait pour le moment à l'échelle du monde, et puis plus particulièrement en France? On va regarder peut-être déjà du côté gouvernemental, malheureusement. Non seulement il y a vraiment très peu de choses qui sont faites pour aller dans le bon sens, mais surtout, on continue de prendre des mesures qui vont à rebours du bon sens pour le moment. On continue à foncer dans le mur. On a accueilli en grande pompe la COP 21. Moi, j'y étais, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était mes premières actions que je faisais. On a signé un accord et tout le monde s'est félicité. Depuis la signature de cet accord en France, les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se féliciter sur des discours et des rapports, il faut commencer à agir. Donc bon, là, il y a plusieurs magnifiques projets qui sont portés par le gouvernement, ou en tout cas soutenus par lui. Il y en a un, notamment le projet des Montagnes d'Or, qui a été retoqué grâce à une lutte collective. Donc il y a des choses qui se passent, qui se font, mais malheureusement, ce n'est pas au niveau du gouvernement aujourd'hui que ça se passe. Et ce n'est pas les réponses gouvernementales qui nous permettent de commencer à avoir un petit peu d'espoir sur notre futur. Du côté juridique aussi, vous avez peut-être signé ce recours juridique qui s'est appelé l'affaire du siècle. On a 4 organisations qui se sont mises ensemble pour poser un recours en justice contre l'État. La réponse qu'a apporté le gouvernement, et notamment par le ministre de la Transition de Rugy, c'était que finalement, ce n'est pas un tribunal de dicter la politique du gouvernement. Donc il y a quand même 2 millions de personnes qui ont signé un recours juridique contre l'État, et le gouvernement continue de s'en foutre. Des recours juridiques au niveau de l'environnement et au niveau du climat, on commence à en avoir de plus en plus de par le monde, notamment en Europe, où on a une cour de justice internationale, européenne, qui fonctionne assez bien. Malheureusement, il y a des États qui ont été condamnés par ces cours de justice européennes
Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que ça ne réfléchit pas du tout les trajectoires de ces États-là. Ça ne fait pas du tout changer les sociétés. Donc encore une fois, c'est pas que ce n'est pas nécessaire, ces choses-là, ça éveille les consciences, ça montre aux gens à combien on est, etc. Mais ce n'est pas suffisant, puisque la trajectoire de la société, elle continue de ne pas changer. Donc on va regarder finalement, historiquement maintenant, quelles ont été les mobilisations dans le passé qui ont permis de faire changer radicalement des sociétés. Il y a de plus en plus aujourd'hui de voix en Europe qui commencent à dire qu'il faudrait une mobilisation qui soit au moins égale à celle qu'on a connue pendant les grandes guerres et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait en Angleterre, donc au plus fort de la guerre en 1943, plus de la moitié des dépenses nationales qui étaient dévolues directement à la guerre. C'était vu comme l'objectif le plus important. On a eu entre 39 et 42 les imports de nourriture pour le bétail qui ont dégringolé de 94%. À quoi ça sert de nourrir le bétail si on n'arrive pas à nourrir les êtres humains? En 6 mois, il y a plus de 2 millions de travailleurs et travailleuses qui ont changé de métier et qui sont passés dans les usines d'armement. On a un taux d'imposition maximale qui est arrivé à 91%. Et si on prend un exemple en Suisse, l'ensemble des terrains de foot ont été réquisitionnés pour y planter des pommes de terre, pour faire face aux potentielles famines. Donc ce qu'on vous dit là-dedans, c'est que cette mobilisation-là, elle est possible, de grande ampleur, et de se dire que tous ensemble, comme le disait Anton, on peut se mettre à ramer dans le même sens. Elle a déjà été faite dans l'histoire. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est d'un courage politique pour le faire. Et aussi, on se rend bien compte qu'on n'est pas exactement dans le même cas. On n'a pas un ennemi à la frontière qui est là, visible, extérieur. Et donc c'est assez simple de se dire, en plus il y aura une fin à la guerre. Aujourd'hui, la guerre qu'on mène, elle est aussi à l'intérieur de nous, puisqu'on a tous une partie de nous qui est dans le déni, qui est dans le compromis, qui continue à participer à ce système. Et c'est une bataille de longue haleine. Et donc on ne prône pas, nous, de le faire en version guerre totale, où on avait un système exagérément hiérarchisé qui prenait des décisions pour tout le monde et qui donnait le rythme pendant quelques années. Nous, ce qu'on prône, c'est une transition qui soit démocratique. On en a parlé, aujourd'hui, on parle avec ces sujets-là aussi de justice sociale. Ce qu'on est en train de faire, c'est injuste pour les générations présentes, les enfants actuels et les adolescents actuels, et c'est injuste pour des pays qui vont être les premiers à souffrir de ces changements-là, alors que ce n'est pas forcément les pays qui ont le plus pollué. Et donc, une des choses que l'on prône et qui est important pour nous, c'est comment est-ce que le citoyen devient actif dans cette transition-là et prend la part qui est la sienne de prendre des décisions pour lui et pour son futur et le futur de ses enfants. Et donc, dans les choses qu'on prône, c'est notamment les assemblées citoyennes qui, du coup, fonctionnent par tirage au sort, qui permettent à un collectif représentatif de la société de pouvoir prendre des décisions en n'ayant pas été donc, dans une course politique. Ils n'ont pas fait de promesses. Ils sont informés de l'état du consensus scientifique. Ils peuvent débattre et ensuite prendre des décisions pour l'ensemble du collectif. Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, c'est une de nos revendications. On en a 4. Donc la 4e, c'est que cette transition, elle soit faite de manière démocratique. On a l'ONU qui a sorti un rapport il y a quelques jours qui parle d'apartheid climatique. C'est comment est-ce qu'on peut faire cette transition, mais qu'elle soit juste pour tout le monde. Donc on prône la création d'une assemblée citoyenne qui sera chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre les objectifs et garantir une transition juste et équitable. On en a 3 autres. On va avoir un moment pour les questions juste après. On en a 3 autres. La première, c'est de dire la vérité, donc la reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet. Et la 2 et la 3 consistent principalement à dire que là, maintenant, ce qu'il faut, c'est tout de suite mettre la main sur le frein à main et de tirer très fort pour se prendre un moment pour décider de ce qu'on fait. Et donc ça veut dire une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025 grâce à une décroissance énergétique, donc le fait qu'on consomme beaucoup moins, et l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, et certains des projets dont a parlé Anton juste avant.
Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on vous a pas mal parlé de pourquoi est-ce que cette transition elle doit se faire de manière démocratique. On vous a parlé dans la première partie de l'état de notre planète, que ce soit en termes de notre consommation énergétique ou de la destruction des écosystèmes. Et donc on va rentrer un peu plus dans le détail de la première revendication qui est de dire la vérité et agir comme si vous la compreniez. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? C'est ce qu'Anton a mentionné, c'est que c'est très compliqué de parler d'effondrement et de dire on est en train de parler d'un des défis les plus importants qui est la survie de notre propre espèce et donc signer cette pétition. Quand on vous dit ça, vous dites mais si on était vraiment en train de parler de notre survie, est-ce que ce qu'on me demanderait de faire c'est de signer une pétition? Donc comprendre, dire la vérité et la comprendre, c'est accepter, comme vous le faites aujourd'hui, de voir les faits en face et donc pousser l'ensemble des médias et des gouvernements à les dire. Et nous, c'est ce qu'on fait en donnant ces conférences et en invitant des personnes à les donner partout. Mais c'est aussi agir au niveau de cette vérité-là. C'est-à-dire passer à une action qui soit beaucoup plus radicale et collective et pas de se dire, donc dans mon coin, je vais mettre en place des éco-gestes qui sont certes nécessaires, mais complètement insuffisants par rapport à l'ampleur de la situation. Donc, si on rentre vraiment dans la manière dont nous, on voit ce changement-là, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on nous dit plus ou moins que la population sur ce sujet de transition écologique est répartie plus ou moins de cette manière-là. C'est-à-dire, comme le disait Anton, il y en a quelques-uns qui rament même pour qu'on aille plus vite dans le mur. Une grande majorité qui est aujourd'hui au courant de ce qui se passe, qui comprend qu'il y a un problème, et qui aujourd'hui se focalise beaucoup sur de l'éco-geste, de l'action individuelle. Et une partie, comme nous, qui est engagée à se dire collectivement, il faut qu'on aille prendre des mesures qui sont à la hauteur de la situation. Si on suit les principes d'écologie, de psychologie positive, on se dit, ok, il faut parler aux gens de petites choses qu'ils peuvent faire de l'autre côté pour petit à petit aller vers un petit peu plus d'engagement, vers un peu plus d'engagement collectif. Nous, ce qu'on se dit, c'est pas ça, c'est qu'en donnant notre conférence, on va avoir un changement de cette courbe-là, c'est-à-dire qu'on a une partie des gens qui vont se dire « Ok, les chiffres sont trop durs, j'ai pas envie d'y faire face, je n'y crois pas ». Et donc, ils vont revenir plutôt vers cette partie-là du graphique, c'est-à-dire un niveau d'engagement et de mobilisation moindre. Mais on pense, et on est certain, qu'il y a une partie non négligeable, une minorité certes, mais non négligeable, de gens qui vont se dire « Ok, je suis capable de voir les faits en face, on est face au plus grand défi de l'humanité, et ce qui me paraît juste de faire, c'est d'aller dans le niveau de radicalité qui est attendu pour créer un changement réel. Et nous, c'est cette minorité qu'on cherche. Et pour information, donc on va vous faire passer à la fin un document pour noter vos noms et prénoms et adresses mail si vous voulez rejoindre le mouvement, mais aussi si vous avez si vous êtes prêts à aller en garde à vue. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fin de conférence, on a entre 60 et 70% des personnes qui sont prêtes. Donc c'est bien qu'il y a une partie de la population qui entend cet appel. Alors bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà en partie convaincu, mais qui entend cet appel et qui comprend qu'on doit rentrer dans un niveau. On ne peut plus faire juste le suffisant, il faut qu'on commence à faire le nécessaire pour que ce changement ait lieu. On va parler un petit peu maintenant des stratégies d'action qu'on essaie de mener. Et on se base notamment sur quelque chose qu'on appelle la désobéissance civile non violente. Donc on mène des actions. Alors, il y a deux types. Dans la désobéissance civile, il y a des actions qui vont être de perturbation. On va essayer de perturber le système économique, le système en place, pour commencer à montrer et à alerter sur l'urgence. Et puis il y a des actions qui vont cibler plus directement des choses qui détruisent le système. Aujourd'hui, par exemple,
ALV COP21 était en train de bloquer le siège d'Amazon vendredi dernier. Donc ça c'est plutôt du type action directe. Vendredi dernier, peut-être que vous en avez entendu parler, Extinction Rebellion a mené une action, on a bloqué un pont, le pont de Sully, qui a été assez durement réprimé. Mais voilà, c'est ces deux types d'actions, des actions de perturbation de la vie traditionnelle et puis des actions directes ciblées sur des entreprises et des moyens de destruction actuels du système. Pourquoi on s'est penché notamment sur ces stratégies de mener des actions directes non violentes, des actions de désobéissance civile? Donc on va faire des actions qui ne sont pas légales. C'est notamment dû à des études qui ont été menées. Alors il y a deux chercheuses américaines, dont je me souviens juste du nom de la première, désolé, c'est Erika Chenoweth, qui sont sociologues et qui ont étudié par le passé finalement les mouvements de lutte, alors des mouvements violents et des mouvements non violents, et à quel point ils ont réussi à transformer leur société. Donc elles se sont retrouvées finalement à compiler, donc sur le siècle dernier, sur plus de 100 ans, énormément de mouvements à différents endroits du monde, et à regarder quels ont été les critères finalement de réussite de ces mouvements. Donc là c'est un petit graphique qui représente le succès par rapport aux revendications de ces mouvements, suivant si c'était des campagnes d'action non violente, ou suivant si c'était des campagnes d'action violente. Donc on a le succès, un succès partiel, donc ils ont réussi à accéder seulement à une partie de leurs revendications, et un échec. Et ce qu'elles se sont rendues compte avec ça, c'est de deux principales choses. Déjà, il faut en fait une petite minorité de gens qui sont actifs et qui ont un engagement soutenu dans un mouvement pour amener un changement. En fait, elles se sont rendues compte qu'au-delà de 3,5% de la population engagée de manière active et soutenue dans un mouvement, on a 100% des demandes du mouvement qui vont être validées par le système finalement, qui vont être prises. Ce que ça veut dire, c'est que le gros de l'opinion qui est plutôt au milieu, en fait, une fois qu'il y a donc en France 3,5%, pour donner un ordre d'idée, ça fait environ 2,4 millions de personnes. Une fois qu'on a ces gens-là qui sont actifs et soutenus, le reste de la population va s'indigner et va soutenir dans l'opinion publique, la bataille de l'opinion publique, va soutenir ce qu'on fait. C'est un petit peu ce qu'on retrouve avec le pont de Sully, par exemple. Finalement, on n'avait que quelques centaines d'activistes, on avait 300 personnes. On avait moins de 100 personnes qui étaient en bloqueur. On a encore moins de ça qui ont subi une répression avec les gaz lacrymogènes. Et c'est cette répression-là, finalement, qui indigne l'opinion publique et qui fait qu'il y a une grande partie de gens qui, même s'ils ne sont pas dans le mouvement de manière active et soutenue, qui vont être dans l'opinion plutôt favorable à ce qu'on défend. Vous y attendiez à être gazé ou pas? Alors, on prendra les questions un petit peu plus tard, comme ça on ne coupe pas la présentation. Il y aura un temps d'échange à la fin qu'on prendra tous ensemble. Du coup, je reprends, en essayant de reprendre mes idées. Et là, le deuxième point qu'ont soulevé ces chercheuses, notamment, et qui est assez intéressant pour notre avenir, c'est que quand on a des luttes qui sont non violentes, on a des systèmes qui sont ensuite, qui restent beaucoup plus démocratiques et beaucoup plus longtemps. Alors, statistiquement, quand c'est des groupes violents qui reprennent le pouvoir et qui arrivent à accéder à l'échelle pour mettre en place leurs revendications, les systèmes ont tendance à beaucoup plus s'orienter vers des systèmes répressifs derrière et beaucoup moins démocratiques. Donc pour revenir sur la désobéissance civile et les actions non violentes, c'est des actions qui vont impliquer trois grands principes. Le premier, c'est un principe de respect. C'est-à-dire qu'on va dans une action, mais on ne va pas contre des personnes. On n'essaie de pas pointer du doigt les gens en disant « vous êtes cons finalement », mais en laissant ouvert une possibilité de dialogue, parce qu'on a compris qu'on est tous dans la même barque, et je reprends la métaphore de tout à l'heure, et qu'il va falloir qu'on se mette d'accord finalement, même avec ceux avec qui aujourd'hui on n'est pas d'accord, il va falloir qu'on se mette d'accord pour savoir où est-ce qu'on rame, dans quelle direction. Donc on essaie de conserver cette posture de respect dans toutes nos actions, que ce soit envers les forces de l'ordre, que ce soit envers des personnes, des entreprises, etc., auxquelles on adresse des revendications spécifiques, ou envers la société de manière générale, ou envers les gens auxquels des fois on fait face, pour laisser ouvert cette possibilité de dialogue, et laisser ouvert la possibilité au moment où on a un rapport de force suffisant, qu'on se mette autour de la table et qu'on puisse travailler ensemble dans de bonnes conditions.
Le deuxième point, c'est de créer des perturbations. Aujourd'hui, il faut qu'on crée des perturbations majeures dans l'économie, dans nos systèmes, pour commencer à se faire connaître, à se faire entendre. Pour vous donner un exemple, une manifestation en France, aujourd'hui, sur un jour, c'est très bien géré, ça crée une perturbation dans la société, mais voilà, ça dévie la circulation, mais on sait très bien le gérer, finalement, le système l'absorbe très très bien. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut commencer à créer des perturbations qui vont être de plus en plus importantes. Et c'est ce qu'on va parler d'escalade des perturbations. Donc on commence à tenir des occupations sur plusieurs jours, comme ce qui s'est fait à Londres, par exemple, au mois d'avril, de manière à devenir inévitable. En fait, on va forcer les gens à venir discuter avec nous, on va forcer les gouvernements, on va forcer les entreprises, on va forcer les médias, et on va forcer une grande part de la population à venir discuter. Parce que ce qu'on veut, c'est simplement qu'on se mette tous autour de la table pour savoir comment on va gérer ça collectivement. Parce que bien évidemment, ce n'est pas juste les 3,5% qui vont le faire, si tant est qu'on arrive à 3,5%. Et c'est là où ça rejoint notre revendication numéro 4, c'est la mise en place d'assemblées, parce qu'on ne veut pas décider pour les autres ce qui doit être fait. On veut simplement créer un rapport de force qui nous permette après ensuite de décider collectivement de ce qu'on veut faire ensemble. Et le troisième point, c'est une notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'on est prêt aujourd'hui, et ça rejoint ce que disait Pauline tout à l'heure, on est prêt aujourd'hui à subir les conséquences de ces actions non légales. Que ce soit des conséquences physiques ou que ce soit des conséquences juridiques. Aujourd'hui, on se met finalement presque en danger nous-mêmes quand on va dans ces actions-là. Là, sur le pont de Sully, par exemple, on a subi une répression assez importante. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte historiquement, c'est que ce n'est pas tellement le fond qui va mobiliser les gens. En fait, les sociétés s'habituent plutôt bien. Voilà, il y a de plus en plus de gens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont conscients des problématiques, qui sont conscients qu'on commence à aller dans le mur. En tout cas, il y a cette sensation qui monte dans la société. Mais finalement, on s'en accommode collectivement. Et c'est la répression que les gens subissent, qui sont prêts à subir, qui va mobiliser les gens. Et c'est bien ce qu'on s'est rendu compte là, avec le pont de Sully qui confirme ça. C'est pas tellement ce qu'on porte comme message qui a bouleversé la société, c'est le fait que des gens qui sont dans une action qu'on va juger non violente et légitime, juste en tout cas, et c'est cette répression-là qui va amener les gens à s'indigner et à ramener beaucoup de monde. Et ça, c'est un des effets du coup des actions non violentes, qu'on appelle l'effet boomerang. C'est que finalement, après des actions comme ça, on a énormément de monde qui disent mais en fait, c'est pas possible de vous laisser tout seul face à ça. Et là, depuis par exemple vendredi, on a énormément de gens qui rejoignent le mouvement et on explose un petit peu de partout. On a des demandes presse un petit peu de partout. Et c'est parce qu'on a subi ça, c'est parce qu'on s'est mis dans cette posture-là de sacrifice, c'est parce qu'on a dit ce qu'on voulait dire et qu'on a montré par nos actes qu'on croyait à ce qu'on raconte. On n'a pas simplement signé une pétition. Bien que voilà, c'est pas pour dire qu'il faut arrêter de faire des pétitions, c'est simplement pour se rendre compte qu'aujourd'hui c'est pas suffisant malheureusement de se contenter des pétitions. Il y a une petite histoire d'autres mouvements, donc par exemple les Freedom Riders aux États-Unis, pendant le mouvement des droits civiques, donc ils luttaient contre la ségrégation raciale, notamment avec une des figures qu'on a, Martin Luther King, que je pense beaucoup d'entre vous ici connaissent. Les Freedom Riders, ils sont partis en fait donc, dans toute une partie des États du Sud des États-Unis à cette époque, dans les bus, ils étaient ségrégés, donc séparés, donc les blancs étaient à l'avant des bus et les noirs étaient à l'arrière des bus. Il y a une partie de gens qui ont décidé de dire en fait ça c'est pas possible. Et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Finalement la société, même si beaucoup de gens trouvaient ça injuste ou pas légitime de fonctionner comme ça, en fait la société s'en accommodait bien, ça changeait pas. Il y a des gens qui ont dit bah, nous on n'est pas nombreux, tant pis, on va monter dans des bus, on va se mélanger entre blanc et noir et on va traverser les États où c'est interdit de faire ça. Donc on va mener une action qui n'est pas légale, mais qu'on juge légitime pour dénoncer une injustice. Et donc ils sont montés, la première fois ils étaient 13 dans un bus, ils sont montés à 13, ils ont commencé à traverser ces États, et bien évidemment ils se sont fait arrêter, ils se sont fait pour la plupart emmenés en détention, et ils refusaient de payer les cautions pour saturer les systèmes de prison. Donc ils restaient en prison, et en fait c'est la répression qu'ils ont subie qui a soulevé un mouvement d'indignation très très fort dans l'opinion publique, et qui petit à petit a ramené de plus en plus de monde. Et au bout de quelques mois, ils ont été plus de 500 à être incarcérés. Et en fait, en quelques mois, ils ont réussi à faire basculer un système sur lequel des gens se battaient et trouvaient ça illégitime depuis quand même vraiment très longtemps. Enfin, la ségrégation, voilà, avant il y avait encore pire. Ça commençait déjà à aller un peu vers le mieux, mais ça restait quand même des systèmes
très oppressif pour une grande partie de la population. Et donc en se mettant dans ces postures où ils se sont mis, eux, en danger finalement, il y a eu des bus qui ont été brûlés, donc les gens avaient du mal à sortir, enfin, il y a eu des choses vraiment horribles et c'est ça qui a indigné la population. Et en quelques mois, ils ont réussi à obtenir gain de cause et donc à pouvoir se mélanger dans les bus et la séparation, donc la ségrégation dans les bus a commencé à être rendue illégale par le gouvernement fédéral. Et donc ils ont obligé les États du Sud à enlever ces principes-là. Ça a été un des déclencheurs notamment du début des grandes victoires du mouvement des droits civiques qui a mené notamment à la fin de la ségrégation aux États-Unis. Donc, comme vous l'avez compris, la stratégie d'Extinction Rebellion, c'est de suivre l'action directe non violente. C'est ça notre consensus d'action, c'est sur ça qu'on est d'accord en tant que mouvement. C'est ce qu'on applique et on s'en tient à une stratégie qui va de l'action symbolique au blocage total de capital. Donc pour ceux qui suivent un petit peu Extinction Rebellion, parmi les actions symboliques qu'on a pu faire, il y a eu déverser du faux sang au Trocadéro. On a fait plusieurs actions dans ce sens-là pour alerter, pour recruter et être assez nombreux pour à terme pouvoir avoir des vrais moments où on crée cette perturbation qui est nécessaire à ralentir le système et à forcer tout le monde à se poser la question de où est-ce qu'on va. Là, on a pris l'exemple du blocage qui a eu lieu pendant la semaine internationale de rébellion en avril, où à Londres, il y a 4 lieux qui ont été pris par les rebelles et qui ont été tenus pendant 10 jours. Donc ces 4 lieux ont été tenus pendant 10 jours, et là on voit l'exemple à Oxford Circus où ils ont même soudé un bateau au sol, au milieu de la rue. C'est vers ça qu'on veut aller, c'est des moments où on se rassemble collectivement avec une stratégie qui va sur les capitales pour créer assez de perturbations, où on va avoir des personnes qui viennent de tout le territoire pour se rassembler et bloquer pendant un temps décidé collectivement le système et forcer à une prise de décision et à créer un nouveau rapport de pouvoir. On fonctionne donc sur cette stratégie-là, mais on a aussi des principes qui sont propres au mouvement. On en a 10, je ne suis pas sûre de passer par l'ensemble des principes parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps, mais on va avoir le principe numéro 2 qui est très important. On fixe une mission sur ce qui est nécessaire, donc on n'est pas sur ce qui est réalisable. Qu'est-ce qu'on peut faire aux gens, mais on est sur qu'est-ce qui est nécessaire si on veut créer ce changement drastique de système. On a une culture régénératrice qui est au centre de tout ce qu'on fait. On considère que le système auquel on s'oppose est un système qui met la destruction au centre, la destruction de nous et de nos écosystèmes. Et donc, on va faire en sorte de remettre la régénération, c'est-à-dire dans le respect les uns des autres, le respect de l'écosystème, et on pense nos missions et notre mouvement de cette manière-là. On se remet en cause, on est conscient qu'on est nous aussi un produit de ce système-là et que du coup la dissonance on l'a nous-mêmes en interne et que nous-mêmes on est aussi dans, on n'est pas parfait. Il n'y a pas besoin d'être vegan pour rejoindre Extinction Rebellion, c'est une question qu'on me pose souvent. On est sur de la réflexion et de l'apprentissage, bien sûr on suit une stratégie, mais on a aussi des moments où on teste et on apprend pour toujours s'améliorer. On accueille tout le monde. On est ouvert, on cherche des enfants, des personnes à la retraite, des femmes, des hommes, on cherche tout le monde est concerné par ce problème et on accueille aussi chacune des parties de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à recruter toutes les personnes en leur expliquant bien qu'il y a différents rôles qui peuvent être pris au sein de ce mouvement-là. Vous n'avez pas besoin d'être un bloqueur, vous n'avez pas besoin d'aller forcément en garde à vue. Vous pouvez trouver votre place au sein de ce mouvement-là et on a aujourd'hui énormément de parents qui viennent avec leurs enfants, de personnes à la retraite sans que ça pose aucun problème. On remet en cause les structures de pouvoir et donc on fonctionne de manière décentralisée pour permettre en fait aux groupes de s'organiser localement. Donc ici on va vous inviter à rejoindre le groupe Île-de-France si vous êtes en Île-de-France, mais où que vous soyez, il y a aujourd'hui une 40aine de groupes locaux, donc vous trouverez forcément votre place et on se repose énormément sur l'action locale et décentralisée. Et bien sûr, on ne fait pas dans la culpabilisation, on ne s'en prend pas aux personnes, mais au système. Et enfin, vous l'avez compris, on repose sur un principe fort de non-violence. Et donc, c'est toutes nos actions
sont non violentes, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moment où on s'attaque à l'intégrité physique d'une personne. Et on a même un principe qui fait en sorte que nos actions, on a aussi des gens à l'intérieur de nos actions qui s'assurent que ces actions restent non violentes, et on est aussi sur l'intégrité physique et aussi le matériel. On ne s'en prend pas au matériel, sauf si c'est dans le consensus d'action préalablement, mais du coup c'est réfléchi et c'est jamais des gestes qui vont être par colère ou par rage. Voici nos principes, et du coup là, la manière dont on s'organise. Donc on s'organise, donc comme l'a dit Pauline, déjà de manière décentralisée. Donc ça c'est le premier pas. On vous invite à aller dans les rencontrer en fait les gens autour de vous, à tisser des liens avec les groupes locaux. Donc on n'a plus 40 groupes locaux, on en a 60 maintenant en France. Et après on a des structures nationales, mais qui sont au service des groupes locaux. Donc on a des groupes thématiques qui vont réfléchir sur certains aspects du mouvement et qui vont produire des documents qui vont après servir de support aux groupes locaux pour s'organiser. Donc par exemple, on a un groupe sensibilisation et formation au niveau national qui est chargé d'essayer de transmettre ces formations, par exemple, pour donner cette conférence. Cette conférence, elle est donnée un peu partout dans le monde et on essaie de former les gens pour qu'elle soit répliquée de plus en plus. On n'est pas des professionnels, on n'est pas payé pour faire ça, et on a besoin que de plus en plus de gens se sentent capables et commencent à se tenir devant d'autres pour expliquer en fait cette vérité. On a besoin qu'il y ait de plus en plus de monde et que le message y passe. Donc on a ce groupe sensibilisation et formation, on a un groupe recherche et systémique qui a travaillé par exemple sur toutes les données scientifiques de cette conférence, sur les sources. Donc je vous donnerai un lien, je peux vous le donner tout de suite pour ceux qui veulent noter, et sinon je le noterai sur le bureau tout à l'heure. Donc c'est pour toutes les sources, une partie en tout cas des sources qu'on utilise sur cette conférence, si vous avez envie de creuser. C'est frama, frama.link, L-I-N-K, / XR, tiré du milieu, référence au pluriel, tiré du milieu, conf, C-O-N-F. Donc frama.link, / XR, référence au pluriel, conf. Et vous trouvez là-dessus une bonne partie des sources des deux parties, et sur les données scientifiques de la première, et plutôt sur l'aspect sciences sociales, études historiques, des mobilisations de masse, des études sur les mouvements non violents, etc. Donc ça, c'est plutôt recherche systémique. On a un groupe qui travaille sur les médias et messages, qui a été très sollicité, par exemple, après l'action du pont. On a un groupe action et logistique qui produit des documents pour permettre la réplication d'actions et l'auto-organisation d'actions à l'échelle nationale, qui fait des permanences pour des gens qui veulent poser des questions. Moi je ne sais pas trop, j'ai des questions pour organiser une action, j'aimerais bien me lancer mais j'ai besoin d'un petit coup de main. On a le groupe infrastructure qui gère toute l'infrastructure technique, informatique derrière le mouvement. On utilise des outils décentralisés open source qu'on héberge sur notre propre serveur. Il gère aussi notamment les aspects juridiques, donc les statuts qu'il y a derrière pour se protéger, la récolte de fonds, et puis les aspects juridiques aussi derrière les actions. Donc on a ce qu'on va appeler une team légale qui va gérer ça. On a un groupe de coordination internationale parce qu'on est un mouvement international, j'y reviendrai juste après, donc qui est chargé de faire le lien avec les autres pays et comment on s'organise, quels sont les outils qu'on va utiliser pour se coordonner, quels sont les principes qu'on va mettre en place pour fonctionner à plusieurs pays. C'est des cultures différentes qui se croisent, c'est des contextes différents. Il y a énormément de questions sur cette partie-là, notamment comment on construit de la solidarité avec des pays dans lesquels c'est très très dur de militer, où il y a énormément de risques. Il y a des pays dans lesquels les activistes environnementaux sont quand même assassinés aujourd'hui. Voilà comment on peut créer des liens de solidarité, comment on peut soutenir. Là, par exemple, après l'action du pont, il y a plusieurs pays qui ont décidé de mener des actions devant les ambassades de France, le Danemark, l'Angleterre qui veut peut-être venir faire une action de soutien en France. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont gérées ici. On a un groupe de culture régénératrice, et ça, je pense que c'est très important, mais c'est quelque chose qu'on essaie de diffuser dans tout le mouvement. Prendre soin les uns des autres, et prendre soin de ce qui nous entoure. Et je pense que c'est peut-être quelque chose de fond dans le mouvement, et c'est pour moi une des choses qui nous prépare le plus à demain. Finalement, c'est comment on tisse des liens, et comment on tisse des liens qui sont pérennes et qui sont sur des bases solides. Et on ne sait pas exactement si on va réussir à aller jusqu'à nos revendications, à faire changer radicalement la société, on ne sait pas. C'est sûr que si on n'essaye pas, on ne va pas y arriver. On prend notre courage à deux mains, et aujourd'hui on n'est pas encore très nombreux, mais
on se fixe comme objectif de faire changer tout ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, on crée des liens en ce moment avec énormément de gens. Et ça, je pense que c'est la meilleure manière de se préparer à ce qui arrive, peu importe ce qui arrive. On a un groupe d'artivisme qui travaille sur tous nos supports visuels, les banderoles, les drapeaux, tout ce qui va être la partie créative du mouvement. On a un orchestre, on écrit on a une chorale, on écrit des chansons qu'on reprend. Enfin voilà, c'est toute cette partie-là. Et puis après, on revient au groupe de sensibilisation et formation. Et puis on a un groupe de coordination au niveau national qui est ouvert en fait à tous les gens qui participent à un groupe thématique au niveau national. Donc le groupe thématique, c'est ça. Et après, il y a plein de sous-équipes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais à partir du moment où on participe à l'échelle nationale à l'organisation du mouvement, on peut venir aux réunions de coordination, qui sont des réunions où on échange de l'information. C'est surtout une question de transparence. Pour diminuer les rapports de pouvoir, il faut que l'information soit partagée. Et après, on est sur des principes d'autonomie et de décentralisation, donc les gens peuvent proposer et faire en fait ce qu'ils pensent juste, tant que ça respecte nos principes, et ça même en interne. Donc sur la partie internationale, on a un mouvement qui maintenant existe dans plus de 56 pays avec des groupes structurés. Donc il y a plus de pays qui sont impliqués dans le mouvement, mais qui n'ont pas forcément des groupes structurés au niveau national. Pour vous donner une idée, le deuxième pays qui a fait des actions dans le monde, c'était le Ghana, après l'Angleterre. Donc c'est intéressant de voir en fait à quel point c'est parti. En quelques mois, la première déclaration de rébellion a été fin octobre en Angleterre. Les premières actions étaient au mois de novembre en Angleterre. En quelques mois, en fait, ça s'est étendu sur quand même une partie assez importante du globe, avec de plus en plus de gens. Et je pense que c'est dû en partie au fait qu'on se fixe sur ce qui est nécessaire. Et qu'on est très nombreux à avoir compris que ça se joue à cette échelle-là, qu'il faut qu'on arrive à se coordonner à cette échelle-là, que s'il y a un pays qui bascule et qui arrive à transiter un petit peu avant les autres, comment il va pouvoir aider les autres, etc. Et c'est vraiment ces liens-là qu'on essaie de créer, et je pense que c'est ça qui fait que ce mouvement est fort et qu'il va aussi vite et qu'il prend aussi vite. Et donc, pour clôturer cette petite séance où nous on a beaucoup parlé, je reviens sur cette conférence, on essaie de la répliquer, de la donner un peu partout. Il y a plein de moyens, vous l'avez vu dans l'organisation, il y a plein de groupes et de manières différentes de rejoindre le mouvement. On vous invite, vous, qui commencez à être les premières personnes vraiment conscientes aujourd'hui de ce qui se passe, à nous rejoindre au maximum, à essayer de porter ça. C'est pas forcément une histoire de le porter avec notre nom, on n'est pas dans une guerre d'ego, peu importe où on met son énergie, mais en tout cas à porter ce changement, à essayer de le faire collectivement, à s'entendre et à discuter. Je pense que ce symbole que je porte là représente assez ça. C'est un symbole qui a été fait par un artiste anglais avant le début du mouvement, qui a été repris pour le mouvement et qui représente la Terre. Il n'y a pas de frontières. C'est un sablier qui représente l'urgence et puis un X à l'intérieur du sablier qui représente l'extinction à laquelle on fait face. Et c'est un symbole qui est repris par de plus en plus de mouvements, qui n'appartient pas à notre mouvement, qui n'est pas commercialisable, et que nous on a repris parce qu'il n'a pas de frontières. On n'est pas obligé d'y mettre notre nom, mais c'est ce sentiment en fait qu'on est dans la même barque et qu'il faut qu'on se mette d'accord assez rapidement à ramer dans le même sens pour que ça se passe au mieux, même si on n'est pas sûr de réussir. En tout cas, on est sûr d'essayer. Donc on vous invite à nous rejoindre, vraiment, si tout ce qu'on a dit ce soir vous parle, si vous n'avez pas envie de rester seul face à ça, si vous avez envie de vous former, si vous avez envie de partager ça, si vous avez envie de monter des actions, il y a vraiment énormément de manières de travailler avec nous. Et on espère du coup vous voir très nombreux sur nos prochaines actions et sur nos prochaines réunions d'accueil, etc. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Peut-être avant de prendre quelques questions, on a des informations supplémentaires pour ceux qui partent. Dans les formations à venir, on a une formation pour donner cette conférence. Vous êtes tous invités à la donner. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique. On le dit au début, c'est quelque chose qui est repris. On est là pour donner l'information. Donc il y a une formation qui aura lieu la semaine prochaine, le 10 à 19h à Bastille.
On a un cercle de parole si pour certains, les informations qu'on a données ont été difficiles ou émotionnellement c'est difficile à gérer. On tient un cercle de parole le 9. On a une formation à la désobéissance civile le 20 juillet. Et la semaine de rébellion, donc la prochaine semaine où plusieurs villes mondiales vont être bloquées, Paris, Berlin, Londres, New York et Los Angeles, commence le 7 octobre. Vous pouvez poser des jours de vacances. Ça va être super. Vous pouvez aussi démissionner pour dédier tout votre temps à... Donc voilà pour les informations.